d'explorer l'inconnu. On ignore plus de choses qu'on en sait. Ça tient à la nature de l'univers. Avide de réponses, elle envoie des scientifiques dans l'espace et des sondes au-delà de la limite de notre système solaire. Prendre des risques, c'est obligé si on veut faire des découvertes. L'exploration spatiale, c'est comme craquer une allumette. Sans savoir ce qui rôde dans l'ombre. Ça pourrait être n'importe quoi. D'étranges expériences menées au cours du programme Apollo. Soudain, quelque chose est apparu. C'est fou. C'est de la science-fiction, sauf que c'est vrai. De drôles de phénomènes semblent défier les lois de la physique. Ça nous ouvre de nouvelles possibilités. Et la vie sur Terre serait menacée. C'est sans doute l'événement le plus destructeur qu'ait connu l'humanité. Mais il n'y a aucune trace de ce qui a frappé la Terre. Les différentes missions de la NASA ont révélé des anomalies qui laissent perplexes les plus grands scientifiques. Découvrez les dossiers de la NASA. La mission Apollo 12 se solde par le premier crash délibéré d'un élément d'un vaisseau spatial. On s'est débarrassé du LEM, le module lunaire. Il s'est écrasé sur la Lune juste là où on voulait. Les scientifiques qui surveillent la manœuvre ont la surprise de leur vie. C'était très étrange. Ça sonnait comme une cloche. Si l'hypothèse d'une lune creuse est avancée, alors tout est permis. En sortant du module lunaire, les astronautes Pete Conrad et Alan Bean deviennent les 3e et 4e membres de l'humanité à poser le pied sur un monde inconnu. C'est fou. C'est de la science-fiction, sauf que c'est vrai. On avait été envoyé là-bas pour bosser. J'ai donc regardé la liste pour voir ce qu'on devait entreprendre. L'une des priorités consiste à révéler la constitution géologique de la Lune. Faire s'écraser une partie du vaisseau devrait permettre d'envoyer des vibrations à travers la croûte lunaire. Des vibrations mesurables. Les scientifiques ont dit, détachons le LEM et faisons-le s'écraser à bonne distance du sismographe afin de mesurer les vibrations. On en saura plus sur ce qui se passe au centre de la Lune. L'expérience commence par l'installation du sismographe, un appareil extrêmement sensible capable de détecter des mouvements infimes à la surface de la Lune et dans les roches en profondeur. La première mesure, ça a été l'impact de nos pieds quand on s'est mis à courir à côté. Pendant les 31 heures qui suivent, l'expérience géologique est mise en stand-by. Les astronautes s'attellent à d'autres tâches, dont la construction d'une station scientifique fonctionnant à l'énergie nucléaire. L'expérience reprend quand l'étage de remontée repart s'arrimer au module de commande. Une fois que l'étage de remontée est arrimé au module de commande et que tout le transfert de l'équipage et de matériel a été effectué, l'étage de remontée n'a plus grande utilité. L'engin abandonné devient alors un missile contrôlé par les techniciens de Houston. Guidance and control officer reports that the two spacecraft have separated. L'étage de remontée devait s'écraser à environ 70 km du site d'alunissage d'Apollo 12. Apollo 12 Houston, the LEM is on its way down. Le module vient percuter le sol lunaire à plus de 6000 km/h. Il creuse un cratère de 10 mètres de diamètre et provoque un tremblement de lune. Il s'est écrasé sur la Lune juste là où on voulait. Le sismographe a ainsi pu mesurer les conséquences à l'intérieur de la Lune. Les scientifiques de la NASA sont stupéfaits par les résultats obtenus. Sur le sismogramme, ils se sont aperçus que ça sonnait comme une cloche, sans s'arrêter. C'était totalement inouï. Ils se demandaient ce que ça pouvait bien être. Quand Maurice Ewing, alors co-responsable de l'expérience, prend la parole 30 minutes plus tard pour la conférence de presse, la Lune continue de résonner. As for the meaning of it, I'd rather not make an interpretation right now, but it is as though one had struck a bell, say, in the belfry of the church, a single blow, and found that the reverberation from it continued.
Le séisme provoqué par l'impact se prolonge pendant 25 minutes. Une question brûlait toutes les lèvres. Qu'est-ce qui fait qu'un séisme sur Terre ne dure que quelques minutes, alors que sur la Lune, il se fait sentir des heures? Les scientifiques les plus audacieux ont pensé « Tiens, ça sonne creux. Notre Lune est creuse. » Si l'hypothèse d'une Lune creuse est avancée, alors tout est permis. Une Lune creuse impliquerait que notre satellite n'a rien de naturel. Quelqu'un l'aurait fabriqué et posé là. La notion de lune creuse se retrouve dans de nombreux récits de science-fiction. Mais dans la réalité, elle ne tient pas. Certains pensent que notre Lune est une station spatiale artificielle. On a déjà du mal à mettre en orbite l'ISS. Alors vous imaginez mettre un corps aussi volumineux en orbite, ça n'a pas de sens. C'est autre chose. D'après les scientifiques de la NASA, ces vibrations seraient dues à un faible niveau d'eau dans la croûte lunaire. La Terre est une planète riche en eau. Il y en a énormément à la surface, mais également dans les profondeurs du manteau. Lors d'un tremblement de terre, l'eau va fonctionner comme un amortisseur et absorber les ondes très rapidement. Mais sur la Lune, il n'y a que très peu d'eau à la surface, ou à l'intérieur. Sans eau, les vibrations continueront. L'idée que la Lune serait creuse relève donc de la science-fiction. Du moins, pour l'instant. Les recherches géologiques menées par la NASA repoussent toujours plus loin les limites de notre connaissance en résolvant les mystères de mondes lointains. Mais de nombreuses découvertes de l'agence américaine ont lieu à proximité de chez nous. Le commandant White a fait un saut dans l'inconnu, et il a alors vécu des choses inédites. Quand un vol d'essai de la NASA approche des limites de l'atmosphère terrestre, tout le monde s'attend à un voyage en solo. White a dit avoir vu des choses. Il se demande, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait dans notre atmosphère? 17 juillet 1962. Au plus fort de la guerre froide, les deux superpuissances sont engagées dans une lutte acharnée pour la suprématie technologique, dans l'air et dans l'espace. Les techniciens de la NASA sont en première ligne. On est au début des vols très rapides à très haute altitude. Tout est nouveau, tout est dernier cri. En 1955, l'ancêtre de la NASA, le Comité consultatif national pour l'aéronautique, charge le X-15, un avion supersonique, d'aller aux limites de l'atmosphère terrestre. Le X-15 est le produit d'une collaboration entre la NASA et l'armée de l'air, destinée à tester les limites de vol à haute altitude. On est à la pointe de la technologie. Le commandant Robert White est le pilote d'essai principal de ce programme. Ce vétéran de 3 guerres détient le record du vol habité le plus rapide de l'histoire, à près de 6430 km/h. Lui et les autres pilotes de X-15 ont volé plus vite et plus haut que n'importe quel autre pilote. Il monte à près de 15 km d'altitude sous l'aile d'un vaisseau mère B-52. Puis il a allumé ses réacteurs. À partir de là, il était seul. Les réacteurs fonctionneront pendant 82 secondes, propulsant Robert White à une vitesse de 6100 km/h à 95 km d'altitude. Il est plus haut qu'aucun pilote ne l'a été jusque-là. Il volait très haut, très vite. Et soudain, quelque chose est apparu. Le pilote contacte le sol afin de signaler la présence de plusieurs objets volants non identifiés. Un en particulier se détache. Il a vu un drôle d'objet par la fenêtre de son cockpit. L'objet semble suivre le X-15 à mesure que celui-ci s'élève vers la haute atmosphère à plus de 5 fois la vitesse du son. Il n'en revenait pas. Il ne s'attendait pas à voir quoi que ce soit. Ils doivent évaluer à quelle distance se trouvent ces objets, leur taille, quels sont leurs déplacements, s'ils sont dangereux. Pendant plusieurs minutes, l'objet suit l'allure de l'avion le plus rapide jamais construit, jusqu'à ce que le pilote amorce sa descente. Il ne savait pas ce que c'était alors qu'il était le seul à le voir. Une seule question vous taraude alors. C'était quoi ce truc? À l'atterrissage, Robert White fait état de ce qu'il a vu aux ingénieurs.
Il n'a jamais changé son récit. Les objets étaient de la taille de son poing, à une dizaine de mètres de distance, et le suivaient en vol. Tout cela est très intriguant. C'est extrêmement compliqué d'imaginer quelque chose d'aussi rapide qu'un avion-fusée qui dépasse Mach 4. Les rapports officiels indiquent qu'une des caméras embarquées a pu filmer les objets. Étrangement, ces preuves photographiques n'existent plus. Plus de preuves vidéo, alors même que l'avion était suréquipé en caméra. Si un tel film existe, montrant des objets au dehors, vous pouvez être sûr qu'il ne verra jamais la lumière du jour. Sans preuves photographiques tangibles, les dires du pilote sont le seul témoignage qui atteste de la présence d'objets mystérieux si haut dans les airs. White n'est pas le genre d'individu à inventer des choses. Il a vu un ovni, et il n'a aucune raison d'avoir inventé cette histoire. C'est une mission conjointe de la NASA et de l'armée de l'air avec un pilote de l'armée de l'air. Il n'y a pas plus crédible. Une théorie voudrait que l'objet soit les restes d'un satellite ou d'un engin spatial. Il est très peu probable qu'il s'agisse d'un bout de satellite ou de fusée, parce qu'à l'époque, on n'avait encore envoyé que très peu d'engins à cette altitude. J'ignore ce que c'était. Mais d'après nos connaissances, ce n'était pas humain. Officiellement, la NASA explique qu'il s'agissait d'un sous-produit du système de propulsion expérimentale du X-15. On utilise de l'azote liquide, ce qui entraîne la formation de cristaux de glace sur l'extérieur de l'appareil. Et lors des manœuvres en vol, il peut arriver que ces cristaux se détachent. À 90 km d'altitude, la lumière du soleil va s'y refléter de façon très intense. À une altitude plus basse et à une vitesse aussi rapide, la friction de l'air génère une chaleur très intense qui fait fondre les cristaux dès qu'ils se forment. Qui dit avion fusée ultra rapide dit friction. Mais l'appareil était également dans du vide, avec très peu d'air autour. À l'extérieur de l'appareil, il y a très peu de résistance et de friction, ce qui fait que les cristaux de glace vont flotter à côté de l'appareil. Le commandant White n'est pas certain de ce qu'il a vu ce jour-là. Mais l'explication officielle ne convainc pas tout le monde. Tant qu'ils ne reconnaîtront pas pleinement ce que certains de leurs pilotes ont vu, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. À suivre, la NASA rouvre le dossier d'une observation d'OVNI faite en Pennsylvanie. Quand un objet non identifié s'écrase en Pennsylvanie, Ce truc ne s'est pas écrasé au fin fond de nulle part, mais à 50 km de Pittsburgh. Qu'est-ce que c'était? D'où est-ce que ça venait? les rumeurs d'une implication de la NASA se répandent comme une traînée de poudre. Après que la NASA a récupéré l'objet, une omerta s'est installée. Que s'était-il passé? Pour les officiels de l'armée de l'air, c'était circuler, il n'y a rien à voir. Grâce à ces recherches de pointe, un des souhaits de la NASA est d'obtenir une réponse à la grande question: sommes-nous seuls dans l'univers? Mais pour certains, la réponse se trouve déjà dans des chapitres passés de l'histoire de l'agence spatiale américaine. 9 décembre 1965. En fin d'après-midi, une boule de feu surgit dans le ciel de la Pennsylvanie. On aurait dit qu'elle était en feu, mais elle rougeoyait seulement. Cette chose filait à vitesse grand V. Des milliers de personnes aperçoivent cette lumière brillante pénétrer le ciel américain depuis le Canada. Elle a décrit une longue courbe en S et a survolé l'Ohio jusqu'à la frontière occidentale avec la Pennsylvanie. Les premiers rapports suggèrent que la boule de feu n'est en fait qu'une grosse météorite. Puis la ville de Kecksburg signale que quelque chose s'est écrasé à sa périphérie. Dans la petite localité de Kecksburg, à une cinquantaine de kilomètres de Pittsburgh, des habitants ont vu un objet mystérieux tomber du ciel. Certains affirment que l'atterrissage était contrôlé. Ce n'était pas un crash. Les témoins sont nombreux à être choqués. Un objet est tombé du ciel. Un objet en forme de gland de chêne. L'objet faisait dans les 3 mètres et brillait d'une lumière bleu-violet. Ça avait l'air chaud et on voyait des pulsations. Et il y avait sur la base de l'objet des marques très bizarres. This is now a military zone. Clear the area immediately. Rapidement, l'armée boucle la zone. Ces troupes,
ne portaient aucune insigne identifiable. Personne ne savait qui elles étaient. Elles ont débarqué et bouclé la zone. Même la police locale, qui avait été appelée sur les lieux, s'est fait rembarrer. Des témoins racontent être tombés sur des individus qui se disaient de la NASA. Pourquoi la NASA serait-elle venue? Ça n'a pas de sens. D'après des témoins présents sur les lieux, quelque chose a été chargé à l'arrière d'un camion à plateau. Des gens ont vu cet objet en forme de gland être évacué à bord d'un véhicule militaire. Ils n'ont pas su quoi penser. Malgré l'existence de témoignages crédibles, la thèse officielle demeurera inchangée pendant 40 ans. Rien n'a été retrouvé dans la forêt jouxtant Kecksburg et la boule de feu aperçue était une simple météorite. Mais la théorie selon laquelle un objet non identifié se serait écrasé dans les bois ne disparaît pas complètement. Certains ont émis l'idée que l'OVNI de Kecksburg correspondait à la chute d'un satellite russe Cosmos 96. La sonde soviétique Cosmos 96, censée rejoindre Vénus, n'avait pas quitté l'orbite terrestre et était retombée sur la Terre. Mais cette explication ne cadre pas avec les archives de l'armée de l'air américaine relatives à la désintégration du satellite russe. Le rapport concluait bien au crash d'une sonde soviétique. Mais un crash qui avait eu lieu 13 heures avant l'incident de Kecksburg. Les circonstances exactes sont restées mystérieuses jusqu'en 2003, date à laquelle Nicholas Johnson, scientifique de la NASA, s'exprime sur le sujet. Selon lui, il était physiquement impossible que des débris du satellite russe soient tombés à Kecksburg à cette heure de la journée. Mais 2 ans plus tard, une déclaration de la NASA vient contredire à la fois son scientifique en chef et toutes les théories précédentes. En 2005, la NASA a confirmé que ses scientifiques avaient bel et bien analysé des fragments métalliques de l'objet tombé du ciel. Et ils en avaient conclu qu'ils provenaient effectivement de la sonde soviétique en question. À ce jour, toutes les demandes pour avoir accès aux documents manquants ont été vaines. D'après le système de nomenclature de la NASA, il existe bien 2 boîtes d'archives au sujet de l'incident de Kecksburg. Or, elles ont disparu. On ne saura peut-être jamais si les documents égarés contenaient la vérité sur ce qui a été récupéré cette nuit de 1965. J'ignore ce que c'était, mais une chose est sûre, c'est que le gouvernement l'a récupéré et refuse de communiquer sur le sujet. Et ça ne gêne personne. À suivre, une sonde découvre quelque chose qui paraît impossible à la surface d'une planète suffisamment chaude pour faire fondre du plomb. Quand une sonde de la NASA parvient jusqu'à la planète la plus proche du Soleil, Mercure est très étrange. Il y fait tellement chaud que du plomb pourrait fondre. elle découvre dans cet enfer de feu quelque chose d'impossible. Oui, il y a bien de la glace d'eau et c'est très bizarre. Mercure est tellement proche du Soleil qu'aucun organisme vivant ne peut y exister. Mais alors pourquoi y a-t-il de l'eau? Dans sa quête de la vie, la NASA explore tous les recoins possibles du système solaire. Mais de tous les scientifiques qui travaillent sur la mission Messenger, aucun ne s'attendait à trouver des signes de vie sur Mercure. Pour le professeur Sean Solomon, l'heure de vérité a lieu lors de l'approche finale de la sonde, après 8 ans de voyage. Les circonstances de mise en orbite étaient parfaites. On a tous poussé un ouf de soulagement. Toute l'équipe a explosé de joie. On avait réussi, ça fonctionnait. En survolant le pôle nord de Mercure, la sonde Messenger détecte quelque chose d'étrange. Les mesures d'hydrogène indiquaient une couche de glace d'eau de plusieurs dizaines de centimètres, voire de plus d'1 mètre. Une couche de glace d'eau pratiquement pure. De la glace d'eau sur une planète super chaude, c'est très bizarre. Les scientifiques ont longtemps cru que Mercure était inhabitable. Mais la découverte de glace pose de nouvelles questions. Comment de la glace est-elle arrivée là et pourquoi n'a-t-elle pas fondu? Elle ne recouvrait pas l'ensemble du pôle. Il n'y avait pas de calotte polaire. Les dépôts de glace se limitaient au fond des cratères d'impact. On s'est rendu compte qu'au fond de ces cratères, certaines zones pouvaient être assez froides pour qu'il y ait de la glace. Au fond des cratères, la glace d'eau est protégée des rayons du soleil, et grâce à l'axe de rotation de la planète, les pôles restent toujours gelés. Les pôles sont perpendiculaires à l'orbite. Au pôle de Mercure, il fait moins 184 degrés.
Ils ne connaissent pas le soleil. Voilà pourquoi il y fait très froid. L'eau peut y rester gelée une éternité. Si la rotation étrange de Mercure permet d'expliquer la présence de glace, elle ne dit rien quant à son origine. Un indice nous est donné par un autre élément détecté dans la profondeur des cratères. Dans ces cratères, à la surface de la glace, on trouve une matière quasiment aussi noire que du charbon. Quelle est donc cette matière noire à la surface de la glace? La théorie la plus partagée est qu'il s'agirait de matière organique. Cette matière organique est un mélange de molécules complexes de carbone qui pourrait servir de composant de base à la vie. Et elle ne vient pas de Mercure. On en est arrivé à l'idée que la glace d'eau provenait d'objets qui s'étaient écrasés sur Mercure et qui avaient apporté avec eux d'autres composés moléculaires, dont des matières organiques. Les objets auxquels on pense spontanément sont les comètes, ces boules de neige sales qui filent à travers le système solaire et meurent quand elles s'approchent trop du Soleil. En 2014, 2 comètes sont passées très près de Mercure. Une fois tous les 2 millions d'années, une comète frappe Mercure et s'évapore. Cette matière s'éparpille à la surface et se retrouve dans ces endroits froids où elle va geler et s'accumuler. La combinaison incroyable entre un impact de comète rarissime et la profondeur des cratères situés au pôle d'une planète à l'axe quasiment vertical est ce qui a rendu possible la présence de glace sur un des corps célestes les plus chauds de notre système solaire. Cela pourrait nous amener à reconsidérer les lieux où la vie pourrait éclore. Mercure nous ouvre de nouvelles possibilités. En 1908, une explosion phénoménale manque d'éradiquer toute vie sur Terre. C'est sans doute l'événement le plus destructeur qu'ait connu l'humanité. L'événement fait penser à une explosion nucléaire. 35 ans avant l'invention de la bombe atomique. Comment une explosion qui a tout de nucléaire a pu se produire dans la Tunguska en 1908? C'est comme une enquête policière. Il faut suivre les faits pour remonter jusqu'au tueur. L'homme a fait exploser la toute première bombe nucléaire en 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique. Mais dans les annales de la science atomique, un chapitre est souvent oublié. Celui d'un incident étrange qui s'est produit en Sibérie centrale, dans la région de la Tunguska. Tout commence un matin de juin quand une partie de chasse vire à l'apocalypse. Une lumière plus intense que celle du soleil apparaît brusquement, traverse le ciel et explose. Les peuples nomades de la région pensent que leur dieu veut détruire le monde. L'explosion est telle qu'elle détruit une zone 2 fois plus grande que la ville de New York. Et l'onde de choc est si puissante qu'elle provoque des vibrations à près de 5000 km à la ronde. Depuis plus d'un siècle, la cause de cet événement est une énigme. C'est sans doute l'événement le plus destructeur qu'ait connu l'humanité. Mais il n'y a aucune trace de ce qui a frappé la Terre. C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire scientifique du XXe siècle. Le lieu de l'impact est tellement reculé que les premiers enquêteurs n'y arrivent que 19 ans plus tard. Le seul indice qu'ils trouvent est la disposition invraisemblable de millions d'arbres morts. Les arbres avaient été comme soufflés à partir d'un point central. Les explorateurs n'ont pas su quoi en penser. L'enquête montre que les arbres ont été brûlés et dénudés. La façon dont les arbres ont été brûlés, dénudés et renversés correspond pratiquement à ce qui se passe lors d'une explosion nucléaire. La question est donc la suivante. Comment une explosion qui a tout de nucléaire a pu se produire dans la Tunguska en 1908? La bombe H n'a été inventée que 35 ans plus tard. Faute d'explication terrestre, les scientifiques se tournent vers le ciel. De tels dégâts, à une époque où l'homme ne possédait pas encore la puissance nucléaire, ont poussé les gens à se demander si la réponse n'était pas à chercher du côté des étoiles. Pendant une bonne partie du XXe siècle, les scientifiques ont pensé qu'un impact d'astéroïdes géants était à l'origine du désastre. Mais il leur manquait une preuve cruciale. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le moindre cratère. Alors, où est-il passé, cet astéroïde? Voilà plus de 10 ans que le géophysicien Michael Kelly enquête sur ce mystère. C'est comme une enquête policière. Il faut suivre les faits pour remonter jusqu'au tueur. Son premier indice lui est donné en 2007 quand il remarque la formation de drôles de nuages après le lancement de la mission STS-118. 2 jours après le lancement, il y a eu des nuages noctulescents spectaculaires, les plus lumineux et les plus beaux que j'avais jamais vus.
Les nuages noctulescents sont des phénomènes extrêmement rares qui se forment à 80 km d'altitude. Ils présentent la même luminescence que ce qu'ont décrit les témoins de l'explosion, en parlant de l'aspect du ciel. Ils ont dit qu'on aurait pu lire un livre en pleine nuit. Ça m'a fait réfléchir. La description faisait vraiment penser à celle de nuages noctulescents. Le chercheur découvre que les nuages luminescents se sont formés après le largage de 270 000 kg de vapeur d'eau par les réacteurs de la navette. Il y a de fortes correspondances entre ce qui s'est passé après l'incident de la Tunguska et après le décollage de la fusée. Cela tendrait à montrer que ce qui a provoqué l'incident en Sibérie a dû relâcher d'énormes quantités d'eau dans l'atmosphère. C'est ce qui m'a fait dire que la clé du mystère était peut-être là. Pour Michael Kelly, une seule explication tient la route. C'est l'explosion d'une comète. Il conclut qu'une gigantesque comète de glace a explosé dans la haute atmosphère en juin 1908. Voilà pourquoi il n'y a pas de cratère. En revanche, d'énormes nuages de vapeur d'eau se sont formés, comme lors du lancement d'une navette. Je pense qu'on tient là la réponse à l'une des plus grandes énigmes de la science. À suivre, une mission de la NASA à destination de Mars révèle un phénomène digne de la science-fiction. Quand une sonde de la NASA examine une des lunes de Mars, ce qu'elle découvre déconcerte les scientifiques. J'ai regardé le cliché pris de Phobos, je n'en croyais pas mes yeux. Une imposante structure se dresse à la surface. Si vous étiez au sommet de Phobos, ce serait comme être au sommet d'un gratte-ciel. Elle est tellement à angle droit qu'elle semble artificielle. C'est au Jet Propulsion Laboratory de la NASA qu'on doit certaines des plus grandes avancées technologiques. Parmi ses nombreux succès, on compte le programme Mars Global Surveyor. Mais en 1998, aucun membre de cette élite scientifique ne s'attend à trouver des signes de construction à la surface de la plus grosse lune de Mars. Je ne cherchais rien de particulier, je jetais simplement un œil aux images, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose. Je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Au lieu d'une surface rocheuse anodine, Ephraim Palermo remarque quelque chose de trop régulier pour être naturel. Ça m'a soufflé. L'ombre était beaucoup plus grande que la normale. On aurait dit une structure monolithique. La chose ne ressemble à aucun phénomène naturel connu. Voilà qu'on découvrait ce monolithe gigantesque à la surface de Phobos. Une structure verticale de la taille d'un gratte-ciel. Grâce à la longueur de l'ombre, les scientifiques calculent que la structure culmine à plus de 120 mètres. Avoir une structure aussi imposante, plantée là, est on ne peut plus bizarre. La structure est baptisée le monolithe de Phobos. Et tous les héros de l'exploration spatiale y vont de leurs commentaires. Il y a ce monolithe, une structure inhabituelle, posée à la surface de cette petite patate. Quand les gens vont s'en rendre compte, ils voudront savoir qui l'y a mise. Le terme monolithe me fait tout de suite penser à 2001 l'Odyssée de l'espace. Pour Arthur Clarke, c'était un cadeau des extraterrestres. Dans 2001 l'Odyssée de l'espace, une civilisation inconnue laisse des monolithes un peu partout dans le système solaire et s'en sert de balise pour contacter les humains. Arthur Clarke s'est demandé, et si les extraterrestres s'intéressaient à la Terre? Et s'ils s'intéressaient à nous? Pour ne pas nous perturber, une civilisation extraterrestre désireuse de nous contacter installerait son message un peu hors de notre portée. Les planétologues de la NASA ont une explication bien plus terre-à-terre concernant le monolithe. Je trouvais ça génial, que ce soit un monument extraterrestre. Mais l'hypothèse la plus probable est qu'il s'agit d'un rocher géant posé sur son extrémité. Si un gigantesque rocher posé en équilibre instable sur un de ses petits côtés semble improbable, la faible gravité de Phobos rend possible nombre de choses étranges. La faible gravité ne change pas grand-chose. Que le rocher soit sur un petit côté ou plutôt étendu en longueur. En général, les corps qui tombent sur Phobos restent dans leur position initiale.
Ce monolithe est sans doute un gros rocher qui s'est retrouvé là à la suite d'une collision. Tant que l'homme n'aura pas atteint Phobos, toutes les théories quant à l'origine de ce monolithe resteront pure spéculation. Quand la NASA perd la navette Columbia, Il ne se passe pas une semaine sans que je rêve de mes collègues. Ça me hante. une enquête est diligentée sur le champ. Des centaines de théories ont été avancées. Éclair cosmique, action extraterrestre ou action ennemie. Une photo semble suggérer que quelque chose d'étrange est arrivé à la navette. Pour moi, la photo était crédible et méritait que la NASA la regarde de plus près. « 1er février 2003. Après une mission de recherche scientifique qui aura duré 16 jours, STS-107 effectue sa rentrée dans l'atmosphère. La voix du commandant Rick Husband est brusquement coupée. That's correct, flight. All look good. Columbia, Houston, com check. Columbia, Houston, UHF, com check. Je travaillais au centre de contrôle le matin de la désintégration de la navette Columbia. Ça s'est passé sous nos yeux, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Ça nous a tous anéantis. L'enquête sur la catastrophe devient la priorité de la NASA. L'agence a décidé de remuer ciel et terre afin de connaître précisément la cause de l'accident. Il fallait avoir le fin mot de l'histoire, sans quoi aucune navette ne redécollera jamais. Quelques instants avant la tragédie, l'astronome amateur Peter Goldie photographiait la rentrée dans l'atmosphère. Le 1er février 2003, c'était la deuxième fois que j'assistais au passage de la navette au-dessus de San Francisco. Le ciel était dégagé, et c'était un spectacle magnifique. La traînée était longue et lumineuse, et quand on sait de quoi il s'agit, c'est absolument splendide. Posté sur le versant d'une colline à San Francisco, Peter Goldie n'a aucune idée de ce qui est sur le point de se produire. Le soir, quand il visionne toutes les photos qu'il a prises, il comprend qu'il a peut-être immortalisé quelque chose d'important. Je ne savais pas quoi en penser. On aurait vraiment dit un éclair violet qui croisait la trajectoire de la navette. Au moment où il a pris la photo, Columbia était encore bien trop haut pour être frappé par un éclair traditionnel. C'est néanmoins une possibilité que la NASA prend au sérieux. Une fusée laisse derrière elle une traînée de vapeur. Et un éclair peut remonter cette traînée jusqu'à la fusée à une altitude assez haute. Ces éclairs sont chargés à plus de 100 000 volts et 1 million d'ampères. C'est extrêmement puissant. L'atmosphère chauffe à 55 000 degrés. On aboutit à des éclairs surpuissants qui peuvent interférer avec les instruments de navigation. Pour la NASA, cette preuve d'une décharge électrique est suffisamment troublante pour demander l'expertise de l'astronaute Tammy Jernigan. J'ai mis un point d'honneur à examiner toutes les données qui pouvaient avoir eu une incidence sur la cause de l'accident. De fait, cette photo demandait une analyse plus poussée. Qu'avait bien pu prendre en photo Peter Goldie? Et cet élément a-t-il contribué à la catastrophe? Les experts en imagerie de la NASA commencent par inspecter l'appareil photo. Ils ont analysé la photo et l'effet tire-bouchon a été attribué à une vibration. Quand l'obturateur s'ouvre pour la pause, une brève secousse se produit. Ça fait un zigzag de haut en bas. Cet infime mouvement de haut en bas de l'appareil au moment de la prise de photo a créé ce qui ressemble à un zigzag sur la ligne droite de la trajectoire de la navette. La photo a été prise au moment où la navette s'est désintégrée. Mais ce n'est qu'une coïncidence. Il se trouve que la mini-secousse s'est produite au moment même où la télémesure a été perdue. Ceci élimine donc la possibilité qu'un éclair ait pu toucher la navette. La poursuite de l'enquête révélera qu'un panneau de protection thermique s'était détaché lors du décollage. 30 seconds into the flight, the 3 liquid fuel main engines beginning to throttle back, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Lors de la rentrée de la navette dans l'atmosphère, étant donné que le système de protection thermique avait été endommagé, la navette n'a pas pu supporter la contrainte thermique et mécanique et s'est désintégrée. Commander Rick Husband, Dylan Ramon, pilot William McCool,
La mort tragique des 7 astronautes de Columbia fait partie des heures noires de l'histoire de l'agence spatiale américaine. Les missions de la NASA nous forcent à regarder notre monde différemment. D'étranges phénomènes viennent nous rappeler que nos connaissances peuvent à tout moment être remises en question. Plus de 40 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, nous continuons à être confrontés à de nouveaux mystères dans le fin fond de notre système solaire.